Il est 8h, vous êtes sur France Info, bienvenue à tous. David Lefort va nous rejoindre dans quelques instants. Pourquoi ? Parce qu'on va faire le point ensemble sur l'actualité. Il y a ce portrait en noir et blanc qu'on voit s'afficher sur les murs de notre rédaction. Cette disparition, Stephen Hawking. Effectivement, qui nous avait tout appris de l'espace, nous avait donné envie aussi de peut-être nous intéresser de plus près à ces sciences. Il s'est éclipsé. L'espace-temps du journal, c'est tout de suite avec David Lefort. À tout de suite. L'éclipse d'un génie. Stephen Hawking est décédé. L'astrophysicien britannique nous avait éclairé sur les mécanismes de l'espace et du temps, figure populaire de la science. Il est mort cette nuit à 76 ans. Bonjour, bienvenue. Attention au surcoût. Les JO de Paris pourraient déjà coûter plus cher que prévu, à moins de réduire la voilure dès maintenant et de revoir certains projets. C'est ce que préconise un rapport de l'État. Les barrages routiers pourraient être levés aujourd'hui à Mayotte à l'issue de la rencontre hier avec Annick Girardin. Les avancées semblent satisfaisantes pour les associations et l'intersyndicale. Les deux phénomènes sont liés, température en hausse et biodiversité en chute libre. Scénario confirmé par une nouvelle étude scientifique d'ici 2080. C'est la moitié des espèces vivantes qui pourraient disparaître. Adieu Stephen Hawking, l'astrophysicien britannique, figure de la science, vulgarisateur de génie. Génie, tout simplement, s'est éclipsé cette nuit. Il avait partagé avec nous les mystères du cosmos et du temps. Son portrait, Victor Frédéric. Hello. How are you? Il était un esprit brillant dans un corps malade. Sa maladie, dite de Charcot, avait pris à Stephen Hawking ses muscles puis sa voix, mais toujours avait laissé son génie intact. Mon handicap fait que je ne peux pas utiliser de papier et de crayon, alors je dois tout faire avec ma tête. Ça m'ennuie de perdre tant de temps, il y a tellement de choses que je veux faire. Célèbre pour ses recherches sur les trous noirs, auteur d'ouvrages best-sellers de vulgarisation comme Une brève histoire du temps, il était devenu l'un des scientifiques les plus connus et respectés de la planète. Les cosmologues et les physiciens des particules doivent travailler ensemble pour trouver la réponse à la plus importante question. Pourquoi sommes-nous ici et d'où venons-nous ? En 2007, celui qui a toujours rêvé d'espace goûtait à la pesanteur, libéré de la maladie pendant quelques instants. Stephen Hawking s'est éteint cette nuit, à l'âge de 76 ans. Stephen Hawking, c'est un vulgarisateur de génie, mais un génie très brillant physicien, théorique. Qu'a-t-il apporté à sa science, Florent Boutet ? Eh bien, cette théorie principale, on l'a dit, elle concerne les trous noirs. Alors pour lui, qu'est-ce que c'est un trou noir ? Eh bien, c'est tout bonnement une porte ouverte vers d'autres univers, des univers inconnus. Mais il a aussi pris part au débat scientifique dans d'autres domaines, notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Regardez, pour lui, eh bien, elle pourrait tout bonnement mettre fin à l'humanité. Il faut s'en méfier de cette intelligence humanoïde. Alors des théories qu'il avait bien popularisées dans un ouvrage, Une brève histoire du temps, un best-seller paru en 1988 qui nous a fait aimer le cosmos. Et le scientifique est même rentré dans la culture populaire avec ce film, une adaptation de son livre et aussi de sa vie, un film sur les écrans en 2014 avec la prestation remarquée de l'acteur Eddie Redmayne, et puis aussi des théories qui ont été utilisées dans les séries télévisées, à commencer par The Big Bang Theory. Vous savez, c'est une série qui a énormément de succès aux États-Unis, mais aussi en Europe. Eh bien, conséquence, c'est vrai, ce scientifique, peut-être le plus célèbre du monde, eh bien, l'avalanche de commentaires ce matin sur les réseaux sociaux. Regardez, il laisse derrière lui un grand trou noir. Il a rejoint les étoiles, ou encore cet autre anonyme qui nous explique bien, que pour lui, un génie de moins dans ce vaste univers. Le temps va nous paraître encore beaucoup plus long. Merci beaucoup, Florent, pour cet hommage. On va prendre la direction de Mayotte à présent. À l'issue de la rencontre hier avec Annick Girardin, les avancées semblent satisfaire à la fois l'intersyndicale, mais aussi les associations. Du coup, les barrages routiers pourraient être levés. Aux propositions du gouvernement s'ajoute désormais une quinzaine de mesures d'urgence. Quelle est la teneur justement de ces mesures destinées à ramener l'ordre à Mayotte ? C'est ce qu'on va voir avec Ambroise Duché.
Après 5 heures de négociations, un accord de principe a été trouvé à Mayotte. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a pris des engagements pour renforcer la sécurité, la lutte contre la délinquance et la lutte contre l'immigration illégale. La ministre a notamment promis de maintenir jusqu'à la fin de l'année scolaire 60 gendarmes supplémentaires. Les Mahoraises et les Mahorais ne peuvent plus attendre. Et c'est bien le sujet ou le centre de la préoccupation que nous avions tous autour de cette table aujourd'hui. L'intersyndicale rappelle que la sécurité doit se faire devant les établissements, mais sur tout le territoire, car les violences et les agressions sont quotidiennes. La tension reste vive, comme dans ce quartier hier soir. Cet accord de principe doit encore être affiné, car l'intersyndicale veut en discuter avec les manifestants qui se mobilisent depuis le 20 février. La levée des barrages routiers qui paralysent Mayotte doit être soumise à l'approbation de la population ce matin. Pour l'heure, les barrages restent en place. Et puis la réforme de la SNCF, ça commence aujourd'hui avec le dépôt par le gouvernement d'une série d'ordonnances. Réforme au pas de charge donc permis par ce dispositif législatif, un dispositif singulier dont Alexandre Baudran nous rappelle le principe. En sortant de sa rencontre avec le Premier ministre hier soir à Matignon, le leader de la CGT est amer. Son contre-projet à la réforme de la SNCF n'a pas changé le calendrier du gouvernement. Je considère qu'il n'a pas changé sa méthode, c'est-à-dire qu'on discute d'un côté, mais on avance de l'autre. Et donc, en sortant, on ne peut que regretter cette méthode. La méthode, c'est le recours aux ordonnances, une procédure express pour réformer à grande vitesse. En temps normal, une loi fait la navette plusieurs fois entre les assemblées pour être ajustée. Avec une ordonnance, elle est examinée une seule fois par les députés et les sénateurs. Le Conseil d'État en contrôle la constitutionnalité, le Parlement la ratifie. En août dernier, c'est le Code du travail qui a été réformé par ordonnance. L'utilisation de l'article 38 de la Constitution n'est pas l'apanage d'Emmanuel Macron. Son utilisation est en forte augmentation depuis une vingtaine d'années aux grandes dames de l'opposition. C'est un déni de démocratie et c'est surtout un coup d'État social. Vous avez élu des députés qui n'ont pas le droit d'ouvrir la boîte. Pour la réforme de la SNCF, les syndicats dénoncent une fois de plus un recours aux ordonnances. La CGT se dit même prête pour une grève d'1 mois. Aucun festival cet été, il l'a annoncé hier, Bertrand Cantat mène depuis début mars une série de prestations, de concerts solo. Hier, il devait se produire à Grenoble. Le chanteur a été conspué, vous le voyez ici, accueilli par une foule hostile aux cris d'assassin. Casse-toi. La violence, juste la violence, aucune possibilité de discuter. C'est ce qu'il déclarait quelques heures plus tard sur un message posté sur les réseaux sociaux face à des gens sourds. Bref, le retour du Moyen-Âge. Voici donc pour le propos résumé du chanteur de Noir Désir. Son concert prévu vendredi à Istres a été annulé sous la pression. Les images étaient signées de nos confrères de France Bleu Isère. Fin de l'ultimatum et pas de réponse officielle de la Russie. Invité pourtant et prestement à livrer des explications dans l'affaire de l'empoisonnement de l'ex-espion russe, le Kremlin reste muet pour le moment. La première ministre britannique, Theresa May, réunit aujourd'hui à nouveau son Conseil de sécurité nationale avant de décider d'éventuelles sanctions à l'encontre des Russes. Selon elle, il est très probable que la Russie soit responsable de l'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille, tous deux toujours hospitalisés dans un état critique. Washington a choisi son camp, comme au bon vieux temps de la guerre froide, en soutenant donc les Britanniques dans cette affaire. Mais Donald Trump est déjà passé à toute autre chose d'une ampleur bien plus grande pour lui. L'espace, tout simplement, son nouveau territoire. Le président pense très sérieusement à y déployer une force militaire. Écoutez. Ma nouvelle stratégie nationale de sécurité reconnaît que l'espace est une zone de combat, tout comme la terre, le ciel et la mer. Nous devrions même avoir une force de l'espace à développer, une armée de l'espace. Nous avons l'Air Force, nous aurons la Space Force, tout comme l'armée et la marine. Température en hausse, biodiversité en chute libre, c'est le corollaire. Scénario confirmé une nouvelle fois par une étude scientifique sur l'impact du réchauffement global. Étude menée dans une trentaine de régions du monde. Alors d'ici 2080, la moitié des espèces vivantes pourraient avoir disparu. C'est le constat. Marine de Mazure. C'est l'espèce emblématique de l'Australie, mais aussi la plus menacée si rien n'est fait pour ralentir le réchauffement climatique. 80% des wallabies des rochers pourraient disparaître d'ici 2080. En grand danger également les tortues de Méditerranée ou encore les oiseaux d'Afrique.
Au total, selon un rapport publié aujourd'hui, la moitié des espèces vivant dans des zones à haute biodiversité risquent l'extinction si la température augmente de 4,5 degrés. Les plantes, plus lentes à s'adapter, seraient davantage impactées. Côté animaux, les amphibiens moins mobiles et susceptibles de fuir vers un meilleur climat sont particulièrement menacés. Le respect des engagements de l'accord de Paris sur le climat permettrait de diviser par 2 le risque d'extinction d'espèces. Des dégâts sur la nature inévitables à moins, selon les scientifiques, de prendre des mesures bien plus importantes pour contenir la hausse des températures à un niveau minimum. S'en tenir au budget, rester dans les clous, c'est le souci des organisateurs des Jeux Olympiques de Paris. Il va falloir revoir certains aménagements. C'est ce que préconise en tout cas un rapport de l'État qui sera communiqué dans quelques jours. Éclairage sur les principales mesures avec Alexandre Lequéret. Pour ne pas faire exploser un budget évalué à un peu moins de 7 milliards d'euros, plusieurs sites olympiques devraient être revus selon un rapport indépendant révélé par Le Parisien. Comme ici, à Saint-Denis, juste en face du Stade de France, trop d'intervenants dans la construction du futur centre aquatique, estimé à 130 millions d'euros, le coût pourrait doubler. Toujours à Saint-Denis, le chantier du village olympique, là où seront logés les athlètes, devrait prendre du retard car un site archéologique se trouve à côté. Pour tenir les délais, il faudra construire différemment. Enfin, peu de chances de voir du volley au Bourget, à 10 km au nord de Paris. Installer ce site temporaire semble anormalement coûteux, selon le rapport, dont la version finale sera rendue dans quelques jours. Et le sport sur le terrain, désormais. Oui, on va même passer des Olympiques aux Paralympiques, c'est tout de suite. Avec Grégoire Tournon. Je vous empêche de passer. Mais non, en fait, je veux passer derrière vous à chaque fois. Systématiquement, voilà. On va y arriver. C'est un petit balai qu'on doit régler encore. C'est pas encore tout à fait ça. Bonjour Grégoire Tournon.